Bonjour et bienvenue dans votre TVC Nouvelles de Clarence Rocklin. Nous sommes jeudi le 26 novembre et je suis votre animatrice Stéphanie Simard. Je suis heureuse de vous apporter vos nouvelles locales et régionales. Et donc, cette semaine, en manchette, un suivi sur la COVID-19 en Ontario et dans Prescott-Russell, un pas en avant pour la représentation francophone à la Cour suprême du Canada, plusieurs campagnes de collecte de fonds pour soutenir des initiatives durant le temps des fêtes et aussi pour améliorer l'atmosphère estivale du temps des fêtes et une parade de Noël en voiture pour la cité de Clarence Rocklin. Mise à jour de la COVID-19 au niveau régional. En effet, un foyer d'éclosion de la COVID-19 a été déclaré dans une école élémentaire de Casselman. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a annoncé vendredi dernier que l'école élémentaire catholique Sainte-Euphémie de Casselman a dû être fermée après qu'un membre du personnel symptomatique ait été testé positif. À ce jour, c'est un total de 6 cas qui ont été confirmés. S'exprimant à ce sujet mercredi soir, le Dr Paul Roumiatis a confirmé qu'à la suite d'un deuxième résultat positif au COVID, l'école a dû déclarer être une flambée. La plupart des élèves qui ont été en contact étroit avec les cas positifs ont subi des tests de dépistage. Il ne faudrait pas être surpris que d'autres cas positifs soient déclarés dans les jours à venir. Le gouvernement de l'Ontario a annoncé cette semaine que de nouvelles trousses de dépistage rapide seront bientôt disponibles dans toute la province. C'est ce qu'a expliqué le Dr Roumiatis lors de la séance d'information du BSEO mercredi dernier. En effet, c'est le gouvernement fédéral qui a acheté des kits. On a deux types de tests rapides. Une, c'est une PCR, c'est une boîte qui fait le même type de test qu'on fait au laboratoire. Celle-là est faite manufacturée par Abbott. Celle-là va être lancée. Déjà, c'est lancé nord d'Ontario. Prochainement, on va l'avoir dans notre région et nous allons avoir accès à ce type de test pour des raisons que, disons, qu'on peut rentrer dans une maison de retraite ou longue durée ou une école, qu'on pourrait faire ça de façon vite pour avoir le résultat. On ne va pas les avoir tout de suite, on va les avoir dans quelques heures parce que si on fait comme une douzaine, ça prend 15 minutes pour chacune de ce fait. Le petit boîte n'est pas facilement transportable, donc ça va être soit, initialement, ça va dans l'hôpital, donc on va faire le test, on va aller à l'hôpital pour le faire, mais on n'a pas besoin de faire un transport en dehors de notre région. L'autre, c'est le PanBio. Le PanBio est moins sensible et ceci est plutôt pour un dépistage au travail. Celle-là, ça va être moins utile pour nous parce que nous, on va utiliser plutôt l'autre test, le PCR, qui est plus sensible et la sensitivité est plus élevée. Le PanBio, c'est un test qu'on pourrait faire de façon quotidienne même, mais ce n'est pas très sensible. Donc, pour celle-là, peut-être on pourrait faire ça chaque jour pour voir si on pourrait, ça nous donner une indication de commencement. Mais nous, au niveau de santé publique, on va utiliser seulement celle-là je pense, ID, COVID-ID qui s'appelle, et celle-là, c'est le petit boîte PCR qu'on va utiliser. Il y a actuellement 48 cas actifs dans la région de Prescott et Russell et seulement 6 cas positifs cette semaine dans la région de Clarence Rocklin. Le gouvernement de l'Ontario a également publié cette semaine ses lignes directrices pour les vacances de Noël, apportant de bonnes nouvelles à ceux qui espèrent voir leur famille à Noël. Ces lignes directrices, qui ont été annoncées par le premier ministre Doug Ford mercredi, encouragent les gens à assister virtuellement au dîner de famille cette année ou à s'auto-placer en quarantaine pendant 2 semaines au maximum avant de rencontrer leurs membres de leur famille. Toutefois, les rassemblements à l'intérieur sont autorisés si vous êtes de la même famille.
La grande nouvelle est que ces personnes peuvent être issues de plusieurs foyers. S'il vous plaît, regardez les directives en vigueur dans votre région en allant sur le site web du gouvernement de l'Ontario. Plus de Français à la Cour suprême du Canada? Maintenant, imaginez que vous êtes francophone et que vous retrouvez devant un juge de la Cour suprême du Canada, mais que la seule façon de communiquer avec lui est de passer par un interprète. C'est difficile à imaginer dans un pays comme le Canada où l'anglais et le français sont reconnus comme étant les langues officielles du pays. Mais c'est le cas présentement. Avec la nomination d'un juge prévu à la Cour suprême l'année prochaine, les francophones ont reçu cette semaine de bonnes nouvelles. Nous avons parlé au président de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, Marc Sauvé, du soutien qu'ils ont reçu du premier ministre Justin Trudeau et du ministre de la Justice, David Lametti, en vue d'accroître la présence francophone au sein de la plus haute cour du Canada. Parfait. Monsieur Sauvé, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On parle de la Cour suprême du Canada. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tellement important d'avoir une représentation francophone parmi les juges de la Cour suprême du Canada? Selon moi, c'est un concept fondamental. Le droit est basé surtout sur avoir une audience qui est juste et qui est équitable. Puis si on a des juges qui ne peuvent pas comprendre les arguments ou même saisir les nuances dans la preuve sans le besoin d'avoir un interprète, selon moi, ce n'est pas juste ni équitable. Et pourquoi parlez-vous de ça en ce moment? Il y aura l'an prochain un siège à la Cour suprême où le gouvernement va devoir nominer quelqu'un. Puis, on voulait s'assurer que le gouvernement nomme un candidat ou une candidate qui est bilingue. Et donc, pour nous, c'est absolument fondamental que cette personne-là, qui dorénavant à la Cour suprême, les nominations, soit d'une personne qui est compétente à travailler et en français et en anglais. Parfait. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous maintenant? Bien, on vient de recevoir une lettre très favorable du ministre de la Justice, M. Lametti, puis qui parlait en son nom et au nom du premier ministre Justin Trudeau pour confirmer qu'il y a un engagement de la part du présent gouvernement pour que cette personne-là, la prochaine nomination à la Cour suprême, soit d'une personne qui est compétente de pratiquer en français et en anglais. Et donc, pour nous, la prochaine étape, c'est vraiment de vérifier et d'observer qu'est-ce que le gouvernement va faire pour cette nomination-là. On est très ravis que le gouvernement ait fait cet engagement-là. Je trouve que c'est absolument phénoménal et primordial qu'un tel engagement est fait par le gouvernement. Je pourrais dire toutefois que ce qu'on pourrait possiblement améliorer, ce serait de codifier cette obligation-là. C'est là où on aimerait éviter ce débat dans le futur. Je pense qu'il y a la volonté politique. Je pense que c'est le temps propice de le faire. Puis il n'y a en fait aucune raison pour ne pas codifier cette obligation de nommer quelqu'un qui est compétent à entendre les dossiers et en français et en anglais à la Cour suprême, qui est la Cour du Canada, où on entend des dossiers de compétences et d'intérêt national. Donc, c'est ce qu'on aimerait beaucoup, à savoir si ça va se faire bientôt ou prochainement. Va falloir qu'on suive les médias puis suive un peu le débat qui se fait présentement à la Chambre des communes. Vous avez répondu à ma question avant que je puisse le demander. Bon, merci, M. Sauvé. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. Et je suis sûr qu'on en parlera de ce sujet très important dans le futur. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Ceci est un grand pas vers la bonne direction pour la communauté franco-canadienne. Et donc, espérons que cela va continuer. Au niveau local maintenant, campagne de lutin de Noël. La période des fêtes peut être plus difficile pour certains. Et s'il y a une chose que la communauté locale fait exceptionnellement bien, c'est aider ceux et celles qui sont dans le besoin. La campagne annuelle des lutins de Noël 2020 de Valoris est en cours. Et nous avons parlé avec Mme Caroline Granger,
la façon dont vous pouvez vous impliquer. Comme vous savez, le temps des fêtes approche rapidement, puis un peu comme ça se ressent dans la communauté avec un peu les difficultés qu'on a eues avec la pandémie, les gens se retrouvent dans des situations financières un peu plus difficiles pour le temps des fêtes. Donc, c'est pas rare. Habituellement, tous les décembre, Valoris fait une campagne de lutin pour venir en aide aux familles et leurs enfants, par exemple, qui auraient des besoins supplémentaires dans le temps des fêtes pour des cadeaux, pour que les familles puissent offrir à chacun de leurs enfants un cadeau à développer le matin de Noël. Donc, à tous les Noëls, ou à tous les mois de décembre, de novembre-décembre, on fait une grande campagne, puis on ramasse, habituellement, il y a des cadeaux qui peuvent être ramassés au point de service. Les gens ramassaient un petit lutin dans un arbre de Noël, dans une épicerie pour venir porter un cadeau. Donc, cette année, c'est ce qu'on fait. On continue de ramasser un peu, en sachant très bien qu'avec les besoins de la pandémie, ça se pourrait qu'on ait une demande un peu plus grande qu'on en a eu par le passé. Oui, vu que c'est un peu différent cette année, les gens pouvaient s'inscrire à une de nos levées de fonds qu'on faisait récemment, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, ou sinon, les gens peuvent faire un don directement en ligne. Donc, si les gens vont sur le site web de Valoris, donc www.valorispa.ca, il y a une section sur notre site web qui est complètement dédiée à la fondation. Et les gens peuvent aller faire un don d'argent directement sur notre site web et l'argent va être versé justement au comité qui s'occupe d'aller faire les achats, la préparation des cadeaux et ces choses-là pour les familles. Parfait, parfait. Et je sais que peut-être cette question se répond elle-même, mais bon, pourquoi est-il si important que la communauté s'implique dans cette campagne, spécialement cette année? La campagne, initialement, puis j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais on avait toujours souhaité, par exemple, que les familles qui étaient peut-être un petit peu plus néanties que d'autres pourraient offrir à leurs enfants la même expérience à Noël que toutes les autres familles, par exemple. Puis que les enfants reviendraient de Noël, du congé de Noël, en expliquant les cadeaux qu'ils avaient eus sous l'arbre du Père Noël, et ainsi de suite. Donc, à tous les années, on travaillait fort pour aider que ça puisse se réaliser pour toutes les familles dans la communauté, puis qu'il n'y ait pas de différence un peu entre les familles qui étaient en mesure de financièrement le faire et ceux qui ne pouvaient pas. Cette année, avec la pandémie, on sait qu'il y a plusieurs familles, il y a des commerces, il y a des gens qui ont perdu des emplois, il y a des gens qui ont dû quitter des emplois, il y a des commerces qui n'ont vraiment pas eu l'opportunité de faire le genre d'appui qu'ils auraient souhaité, mettons, dans les derniers mois. Donc, on suppose qu'il va y avoir peut-être plus de personnes qui vont venir nous voir cette année pour nous demander un peu d'aide, justement, pour être capable d'offrir à leurs enfants un Noël qui est équivalent à ceux des autres. Donc, cette année, plus que les autres, on a décidé de faire même une leçon qui était très particulière dans la communauté en lien avec les lutins pour donner la chance, justement, à tout le monde de se rassembler puis faire une part, une contribution, puis venir aider, justement, les familles qui pourraient être en besoin. Et vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait des levées de fonds un peu différentes peut-être cette année. Je veux vous demander à propos le défi des lutins de Noël de Valoris. Pourquoi est-ce que la Fondation Valoris a décidé de lancer cette initiative et surtout cette année? La Fondation, on a un slogan, c'est ensemble pour faire une différence. Puis je pense que pour nous autres, c'est on savait que historiquement, les campagnes de lutin de Noël, les écoles embarquaient beaucoup. Les classes ramassaient des sous, faisaient des petites levées de fonds pour aider, ainsi de suite. Cette année, avec le COVID, la nourriture, les dons de cadeaux, ainsi de suite, c'est tellement difficile. On a trouvé une façon que les familles et les enfants pouvaient continuer à participer activement. Donc, on a pensé à une course qui était virtuelle, qui se fait dehors. Les gens peuvent respecter leur bulle, justement, de faire l'activité en famille. Puis l'idée, justement, c'est au défi d'une marche ou d'une course de 5 ou 10 kilomètres, peut-être avec des photos, avec l'idée, justement, de conscientiser les enfants sous cette notion-là que dans une communauté, les gens s'entraident. Puis si tout le monde fait un peu sa part, bien, on va finir par atteindre de grandes choses. Donc, c'est pour ça que la course a été un peu notre idée cette année. Puis on espère, écoute, on a, je pense, près de 200 marcheurs ou coureurs qui sont intéressés puis qui vont marcher un peu partout le 5 décembre dans Prescott-Russell. Donc, on voit que la communauté a vraiment bien répondu à l'appel. Parfait. Et avant que je vous laisse, Caroline, je veux juste retourner à la campagne des lutins de Noël. Donc, c'est quoi les dates et comment les gens peuvent-ils participer? Absolument. Fait que si les gens sont intéressés présentement, ce qui est la meilleure stratégie, c'est de donner un don en argent, vu les règlements un peu avec COVID. Fait qu'encore, si les gens veulent aller sur notre site web de Valoris, fait que www.valorispa.ca, il y a une section spécifique sur la Fondation, puis les gens peuvent aller chercher plein d'informations sur la Fondation, sur la course. Puis évidemment, il y a un espace pour les gens de pouvoir faire un don pour la campagne. Parfait. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Caroline. Et on se rattrapera, je suis sûr, dans quelques semaines après que la campagne est terminée pour parler de comment ça s'allait.
Et donc, c'est pourquoi, encore une fois cette année, il est important d'être généreux avec les gens dans le besoin. Les douces gâteries d'Elias. La façon de contribuer à votre communauté en cette période des fêtes est très différente cette année. Allez-vous le faire, citoyen de Clarence Rockland? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'être un grand organisme à but non lucratif comme Valoris pour faire une différence. Comme nous l'a expliqué un jeune homme dans le coin de Bourgette nommé Elias Borovilos, lorsque je l'ai rejoint cette semaine à ce sujet. Alors, Elias, dis-moi, c'est quoi cette initiative-là que tu as créée, les petits délices d'Elias? Les petits d'Elias, c'est quelque chose pour donner à la Banque alimentaire de Rockland. Parce que cette année, la Banque alimentaire de Rockland a fait 50% plus de familles qui s'en vont là. Et avant, c'était à 200. Maintenant, c'est à 300. So, c'est comme plus que 50%. Donc, la raison pour laquelle tu as créé cette initiative-là, Elias, c'est dans le fond parce que tu as vu que la Banque alimentaire avait plus de besoins, puis a besoin de plus de sous pour arriver à aider tous les gens qui ont besoin d'aider cette année. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que tu vends? Donc, c'est quoi les petits délices que tu vends pour cette levée de fonds-là? Je vends des petits biscuits et des sucreries. Ça, c'est une de mes préférées. Des biscuits au chocolat? Oui. Donc, tu vends des biscuits au chocolat, tu vends des gâteaux aux fruits et tu vends d'autres choses, si je ne me trompe pas, hein? Mm-hmm. Donc, Je vends des petits biscuits. C'est des petits biscuits sablés. Donc, Elias, comment est-ce que les gens peuvent commander tes produits pour ta levée de fonds? Si tu veux commander des biscuits, tu peux aller sur ma page Facebook, Elias Cookies and Sweets. Mm-hmm. Et ça, c'est où tu peux en acheter. OK. Parfait. Et puis, les gens ont jusqu'à quand pour commander leurs biscuits? On n'a pas vraiment une date exacte, mais peut-être juste avant Noël ou quelque chose comme ça, parce que on va être sur notre break. Ça serait le fun de donner un beau cadeau de Noël à la Banque alimentaire, dans le fond. Donc, oui. Elias, combien de boîtes de biscuits, de gâteaux est-ce que tu aimerais vendre jusqu'à Noël? 1345. 1345! OK! Donc, ça veut dire que les gens de Clarence Rockland, il va falloir qu'ils commencent à en acheter, hein? Mm-hmm. Parfait! Tu crées une merveilleuse initiative au profit de la Banque alimentaire pour soutenir le besoin encore plus pressant que nous avons ici dans notre région. Donc, félicitations pour ton initiative. Et pour vous, gens de Clarence Rockland, nous vous invitons justement à aller commander un petit délice d'Elias. On a quand même un bon cap à atteindre. On veut vendre 1345 douzaines de biscuits / gâteaux. Donc, soutenez cette initiative. Vous faites des beaux cadeaux et aussi pour une belle cause. Donc, merci beaucoup, Elias. Et donc, je vous invite à rejoindre la page Facebook d'Elias, nommée Elias Sweet Treats, et de commander des biscuits ou le gâteau de fruits. Une partie des profits s'en va pour soutenir la Banque alimentaire et leurs besoins encore plus pressants de fonds pour cette période des temps des fêtes. En effet, la campagne de levée de fonds virtuelle de la Banque alimentaire de Rockland aura lieu très bientôt. Cette année, la pandémie a eu beaucoup d'effets sur la demande des services de la Banque alimentaire. Avec une offre qui est de plus en plus en demande, la Banque alimentaire a un besoin pressant de fonds.
car l'organisme ne peut pas accepter de dons périssables. Alors, c'est pourquoi, cette année, une campagne de levée de fonds virtuelle a été mise sur pied. Nous avons discuté avec M. Carl Grimard, conseiller de la cité de Clarence-Rockland, à cet effet. On parle du guignolé. Donc, une guignolée, normalement, à Clarence-Rockland, chaque année, c'est des efforts condensés dans une journée. Mais cette année, ça va être un petit peu différent. Expliquez-nous pourquoi. Bien, un petit peu différent, c'est peu dire. C'est vraiment complètement différent. Je suis sûr que les gens vont comprendre qu'avec la pandémie, il est impossible d'avoir beaucoup de contacts physiques. Donc, chaque item non périssable va être touché plusieurs fois. Alors, on ne peut simplement pas le faire avec les règles sanitaires en place. Donc, cette année, au lieu de faire des denrées non périssables, on va demander aux gens de donner financièrement uniquement pour cette guignolée. J'aime pas le mot virtuel parce que pour moi, c'est très réel de le faire, mais ça va être par mode électronique et également une seule journée pour ceux qui vont vouloir aller donner financièrement en personne, une personne à la fois directement au centre d'aide. Donc, comme vous dites, là, c'est une journée vraiment réelle, mais virtuelle en même temps. Comment est-ce que les gens peuvent-ils contribuer cette année s'ils ne peuvent pas le faire en personne? Oui. Bien, Tom, ça dure une semaine, contrairement à la journée de la guignolée régulière qu'on a eue dans les années passées, qui a eu un immense succès. Alors, ça va se faire du 30 novembre au 6 décembre cette année. Donc, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, les gens vont pouvoir soit appeler par téléphone, laisser un message et on va retourner leur appel. Mais idéalement, c'est de se rendre sur le site web du centre d'aide pour faire un don. Tout est là. Je suis allé voir moi-même personnellement et tout est en place. C'est quelques clics et vous pouvez faire un don qui a un impact extraordinaire dans notre communauté. Tu sais, Tom, le centre d'aide soutient plus de 250 familles sur une base mensuelle et spécialement en ce moment avec la situation qui est vraiment plus difficile pour tous. C'est vraiment crucial que tous les membres de la communauté, le montant n'est pas important, c'est que si tout le monde donne un petit peu, c'est certain qu'on va rencontrer l'objectif qui, cette année, est de 40 000 $. Alors, l'an passé, on a ramassé 15 000 $ et 15 000 items non périssables. Alors, cette année, qu'on ne peut pas avoir de nourriture non périssable donnée physiquement, on demande aux gens d'être généreux financièrement. Moi, ce que je décide de faire, c'est je regarde ce que je donnais en denrées l'an passé, je le transforme en sous, je le donne en argent à ce moment-là. Donc, je crois qu'on peut atteindre et même dépasser l'objectif. Et parfait. J'allais vous demander pourquoi c'est tellement important, mais vous avez répondu à ma question déjà. Donc, diriez-vous avec ce que vous avez vu dans les années précédentes, et surtout, est-ce que vous pensez que la communauté de Clarence-Rockland est très généreuse comme ça? Absolument. Moi, j'ai été émerveillé. Ça fait quelques années que je participe à la guignolée, pas juste pour ramasser, mais je vais également à la salle optimiste pour faire le tri et amener tout ça au centre d'aide. Et les gens sont d'une générosité extraordinaire. Alors, cette année, c'est exceptionnel, donc soyons exceptionnels. Et je sais que la communauté va répondre sans aucun doute. Et finalement, Carl, est-ce que tu peux nous rappeler des dates, s'il te plaît, juste pour que les gens savent quand ils peuvent aller sur le site web contribuer? Oui, absolument. Alors, ça va se faire du 30 novembre au 6 décembre. C'est certain que si vous voulez y aller maintenant, il y a une place pour faire un don, mais on focalise vraiment pour l'objectif de 40 000 $ du 30 novembre au 6 décembre. Et vous pouvez également contacter le centre d'aide par téléphone pour faire un don. Et dimanche, je crois que c'est dimanche, le 6 décembre. En tout cas, le 6 décembre, c'est sûr, de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Si vous voulez aller faire un don physiquement, comme moi, je fais partie d'une église ici locale et on ne peut pas faire de transfert électronique. Donc, on va aller donner un chèque. On a déjà fait la levée de fonds et je veux vraiment encourager tout le monde. On a déjà un don de 1 000 $ à donner. Alors, on va aller faire ça le 6 décembre. Super content de pouvoir faire une petite différence dans une œuvre extraordinaire. Ah, ça, c'est fantastique. Carl, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bonne chance d'abord. Et je suis sûr qu'on se rattrapera dans quelques semaines pour voir comment c'est allé. Ça a été un plaisir. Merci, Tom. Alors, nous invitons la population à donner généreusement cette année. Du 30 novembre au 6 décembre, vous pouvez envoyer par e-transfer ou contacter la Banque alimentaire pour savoir si des initiatives en personne pour accepter des fonds sont mises en place. Leur numéro de téléphone est le 613-446-7594. Noël au volant. Si tous ces reportages ne vous ont pas donné l'envie du temps des fêtes, eh bien, nous allons vous aider cette semaine
Ce sera certainement le cas, surtout avec une nouvelle initiative initiée par la cité de Clarence-Rocklin, qui ne laissera pas cette année la pandémie effacer l'esprit de Noël, car ils veulent organiser une campagne ou peut-être une initiative de parade de Noël au volant. Alors, je vous invite à regarder ce que Christine Sarrault de la cité Clarence-Rocklin a à dire à ce sujet. Alors, Christine, cette année, on organise toujours une parade de Noël. Avec, évidemment, tout ce qui se passe avec la pandémie. Est-ce qu'il va y avoir une parade de Noël? Oui, certainement. On va avoir une parade de Noël, mais cette année, on le regarde différemment. On va le faire, le rôle, on l'inverse le rôle. C'est les chars allégoriques vont rester sur place et les familles doivent sortir en auto, puis ça va être comme style au volant. Donc ça, c'est intéressant, c'est bien. Donc, dans le fond, pour maintenir les mesures sécuritaires pour éviter la propagation de la COVID, vous avez créé un service au volant style un peu comme qu'on voit à Ottawa, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et donc, cette initiative-là, vous prévoyez la faire à quelle date? On prévoit le faire le dimanche le 6 décembre de 4h30 à 6h30 en arrière de l'aréna Clarence-Rocklin dans le stationnement. Et on prévoit avoir combien de chars allégoriques pour cette initiative? D'habitude, la parade de Noël des années passées, on a toujours proche de 50. Mais avec cette année, vu que c'est le changement avec les restrictions et tout, on doit avoir un minimum de 25 chars allégoriques pour s'inscrire à la parade. Puis une petite question comme ça qui me vient. Pour les chars allégoriques, est-ce qu'il va falloir est-ce qu'on peut avoir des gens sur les chars allégoriques pareils ou est-ce que ça doit être que des structures stables? Non, on ne doit pas avoir de gens sur les structures. Ça doit être décoré, illuminé, dû à la COVID. On doit suivre les restrictions. Bon. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes encore à la recherche de chars allégoriques pour cette initiative? Oui, comme c'est là, il y a une date limite, c'est vendredi le 27 novembre. Les inscriptions rentrent tranquillement en espérant que le tout va rentrer par vendredi le 27. Donc, si les gens sont intéressés à s'inscrire puis à créer un char allégorique pour justement aider à cette atmosphère-là de Noël qu'on aimerait recréer dans ces temps de pandémie, à qui doit s'adresser? Avec moi, ils peuvent m'envoyer un courriel, mon adresse courriel, c'est sarrault@clarence-rocklin.com ou en m'appelant au 613-446-6022, poste 2237. Et donc, il est important, gens de Clarence-Rocklin, de participer en grand nombre à construire des chars allégoriques. La participation est essentielle. Et donc, il faut communiquer avec Christine Sarrault au sarrault@clarence-rocklin.com ou la contacter par téléphone au 613-446-6022, extension 2237. Et voilà, ceci conclut l'édition de cette semaine du TVC Nouvelles. Si vous souhaitez devenir journaliste bénévole à TVC 22 ou si vous avez une histoire à nous raconter, communiquez avec nous. Pour plus d'informations sur les événements ou si vous souhaitez communiquer avec nous pour toute autre raison, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse suivante, nouvelles@tvc22.ca ou par téléphone au 613-446-6037, poste 4. Vous pouvez également nous trouver sur nos médias sociaux. Ce fut encore une fois un privilège de vous offrir vos actualités locales à Clarence-Rocklin. Passez une excellente semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bonne semaine, Clarence-Rocklin!